Tranche de couple. Un podcast de Guillaume et Max. La vie à deux, au fil de l'eau. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode, cet Europisode, puisque nous sommes le 9 mai et qu'aujourd'hui, c'est la journée de l'Europe. On commence avec une petite rubrique actualité pendant laquelle Max va d'ailleurs nous expliquer un peu cette journée. Et oui, le 9 mai, c'est la journée de l'Europe, de l'Union européenne. On commémore la déclaration de Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères français, le 9 mai 1950, donc 70 ans. Et en fait, cette déclaration, elle est assez fondamentale parce qu'elle a posé les bases de l'Union européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il propose, au sortir de la guerre, la création d'une communauté européenne de la production de charbon et d'acier. L'objectif étant, en fait, d'avoir une solidarité de fait et éviter une nouvelle guerre. Nos économies seraient finalement, entre la France et l'Allemagne, imbriquées, et donc ce serait plus possible d'avoir une nouvelle guerre. Et c'est vraiment considéré comme l'acte fondateur de la création de l'Union européenne, puisque les choses se sont ensuite progressivement construites de cette manière-là. Et donc, cette journée de l'Europe est célébrée dans toute l'Union européenne, et on a eu aujourd'hui des petites vidéos, notamment orchestrées par notre président du Conseil européen, Charles Michel, qui, sur son compte Twitter, a diffusé une vidéo avec un petit message de l'ensemble des dirigeants des pays de l'Union européenne. C'est celle qu'on vous a mis en teaser sur notre compte Twitter, si vous voulez aller la revoir. Moi, je trouve ça très chouette, cette journée de l'Europe. Alors, pour ceux qui travaillent dans les institutions européennes, c'est une journée qui est fériée. Alors bon, cette année, c'est un samedi, donc il n'y a pas de jour férié. Mais c'est vrai que moi, je me dis que la veille, le 8 mai, c'est un jour férié dans un certain nombre de pays, pas tous, pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ça pourrait avoir du sens, peut-être dans une des propositions qui pourrait émerger de la fameuse conférence à venir sur l'Union européenne, d'envisager que le 9 mai devienne un jour férié dans l'ensemble de l'Union européenne et d'avoir un jour, pareil, unifié au niveau de l'Union européenne, qui soit un peu l'équivalent du Veterans Day aux États-Unis, donc un jour de commémoration des soldats tombés pour défendre leur pays. Et sauf erreur de ma part, ce serait le premier jour férié commun, non religieux, commun à l'ensemble des pays européens. En fait, non, parce qu'il y a le 1er mai, mais à part le 1er mai, oui. Ça serait effectivement... ce sera le deuxième. C'est bien aussi le deuxième. Voilà, donc ça, moi, en tout cas, c'est une idée qui me plaît beaucoup et qui, je trouve, aurait beaucoup de sens parce que l'Union européenne, c'est pas toujours très tangible. On a l'impression que c'est pas toujours très tangible dans nos vies, mais en réalité, c'est une réalité. On peut, en ces temps notamment où les déplacements sont limités, percevoir l'importance qu'a la libre circulation des personnes et des biens au sein de l'Union européenne, le nombre de personnes qui travaillent, qui même habitent dans des pays différents, ou alors qui ont des proches qui habitent dans des pays différents de l'Union européenne. Et c'est vraiment, pour moi, quelque chose de très important. Et je suis très heureux d'être européen. Et pour tout vous dire, on a même mis le drapeau européen sur notre balcon aujourd'hui pour fêter cette belle fête de l'Europe. On vous mettra aussi une photo parce qu'on est très contents. Voilà. Et pour terminer, j'ai trouvé ça un petit clin d'œil assez sympathique. Les ambassadeurs de l'Union européenne au Royaume-Uni, enfin des pays de l'Union européenne au Royaume-Uni, plus l'ambassadeur de l'Union européenne auprès du Royaume-Uni, ont publié aujourd'hui une déclaration pour les Britanniques en leur disant « c'est la première fois qu'on célèbre la fête de l'Union européenne sans vous ». Mais néanmoins, on a pas mal de choses qu'on partage et cette
cet élan commun ou cette crise du coronavirus souligne aussi tout ce qu'on a en commun, et notamment un certain nombre de citoyens britanniques ont pu être finalement rapatriés grâce à l'aide de l'Union européenne en ces temps de coronavirus. Et il ne faut surtout toujours pas oublier combien il reste de citoyens britanniques qui habitent toujours dans des pays de l'Union européenne, notamment en France, et notamment, je ne veux pas balancer, mais dans le sud-ouest de la France. Combien il y a d'Européens, de citoyens de l'Union européenne qui habitent au Royaume-Uni aussi. Voilà. Alors peut-être pour clore ce point sur l'Europe, je voulais peut-être faire un petit coup de gueule. Parce que il y a un sondage qui est paru récemment qui montrait une certaine défiance des Français vis-à-vis de l'Europe. Et je dois dire que c'est la faute à l'Europe, de toute façon. Nos médias français ont une vraie responsabilité là-dedans, parce que on est probablement un des seuls pays... C'est les mêmes médias qui mettaient Strasbourg en Allemagne, c'est ça? Pardon. On a effectivement quand même le siège du Parlement européen à Strasbourg. C'était les médias qui avaient mis le siège du Parlement européen dans les sujets à l'étranger. Voilà, à l'étranger, oui. Et effectivement, on est probablement un des seuls pays qui n'a pas de grosses rédactions à Bruxelles, les seuls pays membres de l'Union européenne, dans nos principaux médias télévisés. L'Union européenne n'est pas un sujet récurrent abordé à la télévision, et effectivement, lorsque c'est abordé comme un sujet externe de politique étrangère, alors que on voit bien, même en France, on a connu une évolution institutionnelle, parce que là où l'Union européenne était avant traitée dans les sujets des affaires étrangères, maintenant on a quand même, et c'est très symbolique et je trouve ça très important, un ministre de l'Europe et des affaires étrangères. C'est-à-dire que les sujets européens ne sont pas des sujets d'affaires étrangères, c'est des sujets qui nous concernent tous. Et naturellement, ça se voit parce que si aujourd'hui vous pouvez aller vous balader dans l'Union européenne sans payer des frais en plus pour pouvoir utiliser votre data et votre téléphone, c'est parce que il y a l'Union européenne. Si vous n'avez pas de restrictions pour pouvoir vous installer et travailler dans les pays de l'Union européenne, c'est parce qu'il y a l'Union européenne. Et il y a énormément de choses comme ça qui impactent notre vie de tous les jours. Et il y a énormément de décisions adoptées en commun à Bruxelles qui ensuite sont transcrites dans notre loi nationale. Et donc ça a un impact énorme. L'Union européenne finance un certain nombre d'infrastructures. Et voilà, je crois que c'est important. Et aussi la souveraineté européenne, quand on parle de réalisations importantes comme Ariane, mais c'est aussi possible parce qu'il y a des subventions, ou qu'on parle de Galileo, vous savez, ce GPS européen. C'est possible parce qu'il y a de l'argent qui a été mis en commun par les États membres de l'Union européenne pour développer une capacité qui va être en fait au service de nos économies. Et donc, voilà, ce que disaient les chefs d'État et de gouvernement dans leurs vidéos, c'est une Europe de liberté, de valeurs, de solidarité, et on en a besoin dans ces temps particuliers, et de sécurité, parce que finalement, voilà, ça fait 70 ans qu'on n'a pas connu de guerre en Europe et qu'on a un destin commun. Moi qui travaille dans un domaine voilà, qui est plutôt régalien, il n'y a pas d'opposition entre une souveraineté nationale et une souveraineté européenne. Elles vont de pair. En tout cas, j'en suis convaincu. Deuxième sujet, Guillaume ? Deuxième sujet aujourd'hui. Alors, on va parler un peu coronavirus. Ben oui, quand même. On n'est pas encore tout à fait déconfiné. Je pense que notre prochain épisode sera largement consacré aux conséquences du déconfinement. En tout cas, moi, je voudrais vous parler aujourd'hui des conséquences positive, à mon sens, de cette crise sanitaire. Une des conséquences étant la multiplication des projets de pistes cyclables, de vélos un peu partout. C'est des projets qui, en temps normal, auraient mis des mois, des années à aboutir, que ce soit en France ou en Belgique ou ailleurs. Et c'est des projets qui, magiquement, aujourd'hui, au cours d'une nuit, arrivent. Par exemple, en Belgique, on a le gouvernement bruxellois, la région de Bruxelles, qui a mis en place sur la rue de la Loi, qui est une des deux artères, des
une des grosses artères, en tout cas, qui permettent de rentrer dans Bruxelles. Vous avez 2 artères parallèles, une pour rentrer, une pour sortir, la rue de la Loi, la rue Belliard. Il faut imaginer que tous les gens qui viennent de l'Est de la Belgique arrivent dans Bruxelles via ces artères, sur lesquelles il y avait à l'origine 5 lignes pour les voitures de chaque côté, 4 ou 5, où aujourd'hui, donc, ils ont d'abord réduit sur l'une des 2 rues à 4 pour faire une demi-piste cyclable, enfin une piste cyclable dans chaque sens de chaque côté. Et puis là, ils ont encore réduit sur la rue de la Loi, qui était la plus large, pour rajouter enfin une piste cyclable, ce qui n'existait pas avant, sur le côté, dans les 2 sens, bidirectionnel, ce qui permet à cette artère d'être parcourue de façon beaucoup plus sécurisée, puisque je précise que c'est une piste cyclable sécurisée. C'est souvent un peu ce qui manque dans les travaux qui sont faits un peu à la va-vite, comme je te pousse un peu rapidement, c'est qu'on se retrouve avec des systèmes, ce qu'on appellerait à Paris des voies cyclables, c'est-à-dire qu'en fait il y a un petit marquage au sol, mais ça n'empêche pas les voitures. C'est ça, vous partagez avec le bus, vous partagez avec le taxi, vous partagez avec le livreur garé dessus. Et ben non, là c'est pas possible, puisque la majeure partie de cette nouvelle voie, en plus d'être peinte dans un joli rouge bien flashy, elle est sécurisée avec des plombs en béton sur le côté. Et ce qui est énorme, il faut le dire. Bon, on va pas dire qu'il y avait un travail monstrueux non plus à ce moment-là, en général en Belgique, mais une activité monstrueuse. Mais ils ont peint et réalisé et posé ces blocs en une nuit. Donc en une nuit, on est capable de construire sur un axe sur lequel on débattait de oui ou non est-ce qu'il faut mettre une piste cyclable depuis des années, on est capable de la mettre. Alors pour les Bruxellois quand même, soyons il faut être honnête avec nos auditeurs. Il y avait une piste cyclable qui permettait de monter et de descendre sur cette rue, mais elle était sur le trottoir et en fait c'était extrêmement, c'était pas du tout pratique et c'était presque dangereux, c'était même. Pas sécurisant pour les piétons. Pour les piétons et qui dans une moindre notamment mesure traverser. Mais effectivement, s'il y avait bien quand même avant le coronavirus déjà une certaine dynamique à Bruxelles, mais aussi dans un certain nombre d'autres villes, pour créer davantage de pistes cyclables, et à Bruxelles notamment, ils ont converti, vous savez, toutes ces petites rues. Sur le bas-côté, en fait, il y a la rue centrale, et puis sur les côtés, là où il y a les voitures qui se garent, c'était des petites allées, les contre-allées, voilà. Et ils les ont convertis dans un certain nombre d'endroits en voies cyclables, c'est-à-dire que les cyclistes sont prioritaires et les voitures peuvent être des utilisateurs occasionnels, mais non prioritaires. Et tu le soulignes, Guillaume, un élément important, c'est d'une part que c'est des voies qui sont donc sécurisées, et d'autre part, pour bien marquer cet espace, le sol a été coloré, en rouge. Alors en rouge ou en orange, et je crois que c'est un élément vraiment sécurisant et vraiment de marquage vis-à-vis des autres usagers, notamment de la voiture, d'avoir des voies cyclables qui sont des pistes cyclables qui sont vraiment identifiées comme telles. Et notamment, c'est vrai que quand on fait du vélo, comme on le fait nous pour aller au travail, le fameux vélo taf, quand on est avec un bus derrière nous, je peux vous dire que c'est pas toujours très sécurisant parce que un bus c'est gros. En général, les chauffeurs vont assez vite, veulent nous dépasser, se rabattent éventuellement sur nous. Et ça peut être assez dangereux. D'autant plus que je ne sais pas quelle est la règle à Paris, j'ai pas regardé avant, mais à Bruxelles, en théorie, quand vous êtes sur la piste cyclable partage une voie de bus ou de tram, par exemple, c'est toujours le bus ou le tram qui sont supposés être prioritaires. Donc si vous avez un bus et un tram qui arrivent derrière vous, vous devez pouvoir vous arrêter sur le côté, attendre que le bus ou le tram passe et vous rabattre. C'est un peu le monde à l'envers, mais bon, voilà, c'est peut-être aussi une des conséquences, on espère, de cette crise. Je me permets de rajouter dans cette rubrique le fait que la Chine constate aujourd'hui, après la crise, que le niveau de circulation des voitures est revenu à son niveau d'avant la crise sanitaire, et que par contre l'utilisation des transports en commun est tombée, a chuté drastiquement. C'est aussi pour ça qu'il faut être proactif, comme on peut le constater aujourd'hui. Un certain nombre de villes le sont, Paris, Londres, Barcelone. Il y a énormément de villes qui ont pris des mesures pour... et Bruxelles, bien, on en a déjà parlé, mais qui ont pris des mesures pour mettre en place ces pistes cyclables. Si on n'est pas proactif maintenant, les gens vont reprendre leur voiture, les gens vont revenir en voiture. Et surtout être seul dans la voiture.
Et surtout être seul dans la voiture. On n'est pas dans des cas de voiture partagée. Et on sait qu'à Bruxelles, il y a aussi, et en Belgique, la voiture individuelle est reine, notamment, vous en avez parlé il y a quelques mois en arrière, via les systèmes de voitures de société. Si on retombe dans ce travers-là, on va se retrouver dans le même, là où on en était avant. Et ce serait dommage parce que là, je pense qu'on a une opportunité qu'on n'aura pas, on espère dans un sens pas avoir une deuxième fois au cours de ce siècle. Voilà. Voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les villes et les régions s'appuient sur les réseaux associatifs qui font la promotion du vélo au taf et de l'utilisation du vélo en ville. Et c'est comme ça qu'aussi des investissements ont pu être réalisés qui fassent sens pour faire ces RER de vélo. On peut espérer... En Belgique, ils ont déjà pas fini le RER de train. Mais on peut espérer qu'effectivement, peut-être certains aménagements temporaires puissent être transformés en des aménagements pérennes. Comme disent nos amis suisses, aussi rapidement que possible, aussi lentement que nécessaire. Je crois que ce sera la conclusion de cette petite rubrique vélo. Moi, je voulais revenir rapidement sur la fin de notre rubrique actualité sur, on va dire une polémique, mais parmi tant d'autres, mais qui m'a un peu, qui m'a encore plus laissé... On t'a chagriné. Ou qui m'a chagriné, oui, comme d'autres choses. J'ai appris avec ce confinement à passer moins de temps sur les réseaux sociaux parce que c'est extrêmement anxiogène et puis ça ne sert absolument à rien. Des débats en 260 caractères, je ne raconte pas le niveau en général, ça monte pas très haut. Je salue quand même les twittos qui font l'effort de faire ce qu'on appelle des threads, dérouler des petites histoires, l'un de tweet après l'autre pour raconter des choses, pour expliquer des choses. Il y a des choses très pédagogiques, très chouettes. Et je voulais revenir sur la question des masques gratuits, puisque un des gros enjeux ces derniers temps, en tout cas un des gros débats sur les réseaux sociaux ces derniers temps, c'était pourquoi les gouvernements en France comme en Belgique ne distribuent pas gratuitement des masques à chaque personne dans la population. Et je voudrais revenir sur l'idée qu'il y a derrière. D'une part, il y a l'idée du gratuit. Le fait que tout soit gratuit, de rendre tout accessible gratuitement, pour moi, c'est pas une bonne idée, parce que ça ne donne pas aux gens le sens aussi que derrière la fabrication d'un masque, que ce soit un masque fabriqué en Chine ou que ce soit un masque fabriqué par une couturière locale, il y a de l'argent. Il y a de la matière première, il y a du travail. Que le gouvernement les achète et les mette à disposition des personnes les plus fragiles, des personnes celles qui ont le moins de moyens, via notamment en Belgique les CPAS, les centres communaux d'action sociale. Les personnes âgées et les personnes les moins fortunées auront accès à des masques réutilisables, probablement pas des masques chirurgicaux, mais des masques réutilisables gratuitement. Après, je pense qu'il y a un certain nombre, une très grande majorité de la population qui peut se permettre d'acheter sur Internet un masque, deux masques à 3 €, 4 €, 5 €, qui sont réutilisables à vie quasiment, enfin jusqu'à usure évidemment, mais la crise ne va pas durer 10 ans. Dans 10 ans, les masques, on les aura mis au fond d'un tiroir et quand on ouvrira le tiroir, on regardera ça avec un petit sourire. Je pense qu'il est important que on ne donne pas, que les gens comprennent la valeur qu'il y a aussi derrière ces masques. C'était mon petit coup de gueule à moi toi de la journée. N'hésitez pas à commenter et à nous dire ce que vous en pensez. Je trouve, je termine, je sais que j'étais un peu long, mais je termine sur cette idée. Je trouve que c'est une idée qui est un peu populiste, c'est un gros mot, j'en ai conscience, mais c'est une idée qu'on a surtout entendue de la part de gens qui n'ont pas la possibilité de le faire, et c'est surtout une idée qui crée des attentes chez les gens et qui donne l'impression que tout peut être accessible gratuitement, alors que non, ce n'est pas le cas, et que quand on achète des médicaments, quand on achète de l'homéopathie, c'est un autre débat, je ne rentrerai pas dedans, mais on dépense de l'argent, et bien quand on achète des masques, il faut dépenser de l'argent. Alors, dans ces 2 dernières semaines, on a continué à faire notre petite vie de télétravail et continuer aussi à avancer dans la maison. Alors, on a mis des petits crochets pour nos masques. On avait prévu un placard à chaussures, on a un placard à masques. C'est bien aussi, je veux dire, on s'adapte. Hein. Et d'ailleurs, on remercie ma maman parce que ces masques sont enfin arrivés. La Poste française avait visiblement pris un petit peu de retard avec son rythme un petit peu réduit. Et voilà, donc lors d'un précédent épisode, on vous avait dit qu'on pensait que peut-être quelqu'un avait piqué ses masques.
Mais non, ils sont arrivés et ils sont très bien. Donc on a planté quelques crochets parce que comme ça va nous permettre de les faire reposer. Parce que si vous portez votre masque pendant 1 heure ou 1 heure et demie dehors, ils ne sont pas sales. Donc en fait, il suffit juste de les faire reposer pour être sûr que le virus, s'il y a du virus dessus, meurt. Et ensuite de pouvoir réutiliser. Donc les petits crochets, c'est top. Et puis hier, on a eu la bonne surprise d'avoir notre sonnette qui a sonné un petit peu tôt d'ailleurs, sans être prévenu. Pas prévenu, en charentaise et en pyjama, pas coiffé le matin, je vous raconte pas, c'est violent. Et néanmoins, c'était notre table basse. Vous savez, celle qu'on a commandée en janvier, là, il y a plus de 3 mois. Et ben voilà, ça y est, on a une belle table basse, grande, qui va nous permettre de jouer aussi sur cette table basse. C'est super. 1 mètre par 1 mètre, pour Carcassonne et pour... pandémique. Voilà. En Quirkel. Quirkel aussi. Ça fait. Donc, on est super content de cette table. On a commencé à l'inaugurer, mais on en est ravis. Et ça, c'était une excellente... Elle a vu plus d'alcool que de jeux de société pour l'instant, mais je vous assure, on va changer ça. Voilà. Alors, Guillaume, tu voulais nous parler un petit peu de choses un petit peu extraordinaires qu'on a fait le week-end dernier ? Qui dit confinement dit grande créativité, et on peut espérer d'ailleurs que ce soit une créativité qui reste pour le coup dans le futur, puisque le week-end passé, on a eu la chance de vivre côté Max 2 réunions de famille via Jitsi. On y reviendra dans la rubrique tech, une application de réunion en ligne. Et alors, en fait, c'était très chouette, parce qu'on peut s'imaginer, j'avoue que j'appréhendais un peu, en même temps je suis un peu coupable, parce que c'est moi qui ai suggéré faire une de ces 2 réunions, tout en me disant après derrière que j'avais peut-être fait une connerie, mais enfin bon. Et oui, parce qu'en fait, pour vous donner tout le background, tout l'historique, le week-end du 1er mai, qui était un week-end de 3 jours pour tout le monde, qu'on habite en Belgique, en France ou ailleurs, gros stuff. On avait prévu de faire une cousinade dans un côté de ma famille, une cousinade avec les cousins, mais aussi les parents, et frères et sœurs. Et donc, on attendait autour d'une centaine de personnes. Et malheureusement, on a dû reporter ça l'année prochaine. Mais Guillaume a suggéré de faire une petite réunion virtuelle pour se retrouver. Et on a pu, y compris, connecter des gens de l'autre bout du monde. Eh oui, c'était une réunion avec au moins 4 ou 5 fuseaux horaires différents qui allaient du Brésil à l'Europe, en passant par l'Australie et la Nouvelle-Calédonie. C'était vraiment une chouette expérience. C'était pas autant le bazar qu'on aurait pu l'imaginer. Et ce qui est important, c'est que chacun prenne la parole. Je crois que les gens ont assez vite compris que c'était difficile d'avoir des discussions quand il y a une centaine de personnes derrière l'écran, d'avoir des discussions individuelles, mais que chacun puisse raconter une partie de son confinement, quelque chose de fort, voilà. Et puis le lendemain, on a eu une autre réunion avec l'autre branche de la famille de Max. Il y avait un peu moins de monde, et du coup, les discussions étaient c'était plus simple d'avoir des discussions plus libres. C'était une autre expérience, que je suggère, que je conseille en ces temps où on n'arrive pas forcément à voir les gens. En vrai, ça remplacera jamais un câlin et un bisou et de voir les gens et de profiter d'eux et de pouvoir avoir des grandes discussions, mais c'est quand même assez chouette d'avoir ces options aujourd'hui. Surtout, et peut-être des choses qu'on arrivera à refaire dans l'avenir, quand on a une famille qui est un peu étalée géographiquement, le fait de pouvoir se retrouver virtuellement, c'est aussi chouette. Peut-être la dernière fois, vous avez parlé de différentes associations qui nous tiennent à cœur et qu'on a décidé de soutenir dans cette période un petit peu particulière, où la détresse sociale est accentuée par ce confinement, par le fait que les réseaux habituels de soutien peut-être sont encore plus tendus et que les activités ou les opportunités de rencontres, de soutien sont moins possibles parce qu'on est dans ce confinement. Et notamment, vous avez parlé du Refuge, qui est une association qui soutient des jeunes homosexuels qui ne peuvent pas rester chez eux à cause de l'homophobie, tout simplement. Qui sont chassés de chez eux pour la plupart, je crois, par leurs parents à cause de l'environnement familial.
chassés ou qui décident que psychologiquement, ils ne peuvent plus tenir dans cet environnement. Alors, le refuge, c'est un concept qui est né en France il y a 17 ans. Et depuis 2020, l'Association française du refuge est devenue une fondation reconnue par l'État, au vu du travail important qu'elle accomplit sur l'ensemble du territoire. Et combien de jeunes qui sont accueillis tous les ans ? Je crois que leur capacité d'accueil aujourd'hui est autour entre 200 et 250, sachant qu'il y a eu une explosion du nombre de cas dans cette période. Et donc, ils ont en fait accueilli en urgence, je crois, plus d'une trentaine de jeunes en plus. Voilà. Et donc, vous imaginez que dans ces conditions, c'est compliqué. Alors en Belgique, la structure du refuge est plus récente, ça fait à peu près 1 an que le refuge existe. Alors le refuge, c'est en fait une structure de passage. L'objectif, c'est pas que ces jeunes restent en permanence, c'est leur donner un cadre stable et sécurisant dans lequel ils peuvent se poser, se reconstruire, parce que les histoires d'un certain nombre de ces jeunes sont extrêmement complexes, douloureuses. Certains ont vécu dans la rue, avec tout ce qu'on peut imaginer. C'est de leur donner une assistance psychologique, sociale, de leur permettre de réfléchir à ce qu'ils ont envie de faire, trouver une voie, commencer des études ou chercher, trouver un travail. L'objectif étant qu'ils puissent envisager une suite avec un travail, avec un logement, avec un revenu, où ils ne dépendent pas de quelqu'un d'autre. Et puis il y a des jeunes qui sont pas accueillis physiquement, mais qui sont soutenus, soit par l'accueil de jour, soit par des contacts réguliers, et ce soutien est important. Donc il y a une ligne d'urgence qui permet 24 heures sur 24 à un jeune qui a besoin d'une écoute, d'appeler et d'être écouté. Et si c'est nécessaire, le refuge trouve une solution pour ce jeune. Alors ces jeunes, c'est des jeunes effectivement qui ne pouvaient pas rester chez eux, mais c'est aussi pour une partie qui devient de plus en plus importante aussi, des jeunes LGBT qui sont réfugiés en fait, qui ont dû fuir leur pays, parce que dans leur pays, l'homosexualité est soit condamnée à mort, ou est absolument, le fait d'être homosexuel présente un risque pour eux. Voilà, c'est un risque physique pour leur survie. Et donc on a énormément de jeunes gays, lesbiennes, trans qui arrivent en Europe et qui sollicitent un asile, parce que au moins ils peuvent être eux-mêmes. Et donc dans ces périodes où vous le savez, l'asile, c'est un processus qui prend du temps pour ceux qui sont réfugiés. Et donc le refuge offre un endroit où ces jeunes peuvent être eux-mêmes, et là aussi où ils peuvent se poser, se reconstruire. Et donc dans cette période, je l'ai dit, les situations difficiles sont aussi un petit peu accentuées, exacerbées par le confinement, par le fait que des jeunes sont enfermés, restent avec leur famille. Et donc on a constaté aussi qu'il y avait un certain nombre d'appels au secours supplémentaires, parce que psychologiquement, pour certains jeunes, c'est difficile. Et pour les jeunes qui sont accueillis dans les structures du refuge, ce temps de confinement est aussi un peu difficile, un petit peu long, parce que ils n'ont pas forcément... ceux qui sont réfugiés, naturellement, n'ont pas de famille et d'amis avec qui ils peuvent trop rester en contact. Et puis, quand on doit rester dans son appartement, mais qu'on n'a pas le confort que nous, on peut avoir chez nous, qu'on n'a pas tellement d'activités à faire, donc c'est un petit peu long. Et moi, j'ai choisi de devenir bénévole, de donner un petit peu de mon temps
pour apporter de la nourriture et passer un petit peu de temps, résoudre quelques petits problèmes techniques, leur proposer un peu de lecture, et puis surtout être là pour voilà, leur montrer un peu d'attention et les écouter et voilà, simplement leur montrer qu'ils sont pas tout seuls. Et voilà, je voulais simplement partager ça avec vous parce que c'est très chouette de pouvoir, voilà, pouvoir montrer à ces jeunes qui n'ont pas eu forcément des épisodes de vie très faciles que bah voilà, y a des choses, il y a un futur sympa qui les attend, et puis qu'il y a des gens qui sont là pour les aider, pour les écouter ou pour simplement juste être là. Voilà. Si vous souhaitez naturellement en savoir plus, ben, il y a des sites web avec pas mal d'infos. Et puis si vous souhaitez donner un coup de main financier, ben, c'est aussi possible. Rubrique la Belgique, la France en Belgique, la Belgitude. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va parler d'abord de la situation locale en Belgique et de l'application de certaines normes, certains arrêtés pris par les bourgmestres, c'est-à-dire les maires de chaque commune ici. À Bruxelles, par exemple, la commune d'Etterbeek, je dis bien Etterbeek, non pas Etterbeek ou Etterbeek, Etterbeek, a pris un arrêté imposant le port du masque sur les artères commerçantes et près des parcs, et en gros là où il y a pas mal de gens qui risquent de circuler. Mais c'est un arrêté qui a été pris à l'échelle de cette commune, alors que cette commune est imbriquée au sein des 17 communes qui forment la région de Bruxelles. C'est donc une décision individuelle, mais qui aurait probablement pu, voire dû être prise en concertation avec les autres communes. Je crois qu'il est important que, surtout à l'échelle d'une ville, puisqu'on parle ici d'une seule et même ville, c'est comme si on parlait du 15e arrondissement de Paris qui demandait le port du masque dans les artères avec des magasins, alors que de son côté, le 7e le refusait. On pourrait voir d'ailleurs cette situation, la population du 15e et du 7e étant relativement différente, mais c'est un autre débat. Bref, ça montre encore que la prise de décision au sein des régions et dans les régions en particulier à Bruxelles reste compliquée. L'uniformisation de ces décisions pourrait, selon moi, apporter beaucoup à la clarification et surtout à l'efficacité des décisions prises individuellement. En France, on a vu d'ailleurs cette situation ne pourrait a priori pas avoir lieu puisque l'État a interdit aux maires et aux élus locaux de prendre des décisions qui allaient à l'encontre d'une décision déjà prise au niveau national. La deuxième chose, on vous mettra le lien sur Internet, sur notre Twitter. C'est une scène surréaliste qui s'est passée à La Louvière, dans la file, figurez-vous, du drive d'un McDonald's, puisque les drives de McDonald's ont rouvert il y a quelques jours, maintenant il y a une petite semaine. Une famille qui n'avait pas de voiture, pour remettre dans le contexte, pour se rendre dans le drive de McDonald's, la seule façon, c'était d'y aller en voiture. Pour se rendre au McDo, la seule façon, c'était d'utiliser le drive, puisque la salle de restaurant n'est pas ouverte et voilà, c'est la seule option. C'est ça. Et pour se rendre au drive, il fallait donc y aller en voiture. Sauf que cette famille n'avait pas de voiture. Claque 12e, on vous racontera pas ce qui s'est passé avant. Donc Nathalie Mormans, sa fille et sa belle-fille ont réfléchi et se sont procurés des cartons avec lesquels elles ont fait une voiture en carton, avec laquelle elles sont allées faire la file dans la file du drive pour pouvoir récupérer leur drive chez McDonald's. C'est encore un exemple de créativité, je ne sais pas si c'est spécifiquement belge, mais qui, moi, m'impressionne énormément. Et il faut savoir aussi que les policiers sont passés à ce moment-là. On sait que parfois, on râle sur les policiers parce que, il y a des décisions qui sont prises sur mettre une amende, pas mettre une amende, qui parfois laissent un peu perplexe. Voilà, c'est un fait. Mais dans ce cas-là, les policiers sont venus. Le trio a expliqué la démarche.
D'abord, quand ils les ont vus, ils ne se sont pas rendus compte que c'était une voiture en carton, ils ont un peu rigolé. Et puis, ils ont fini par éclater de rire et par vouloir commencer à prendre des photos avec des selfies avec la voiture derrière. Comme quoi, avec une idée et un peu de créativité, on peut faire beaucoup de choses et aller très loin, en tout cas jusqu'à la file du drive du McDo. Et pour clore ce podcast, comme on vous l'avait annoncé tout à l'heure, je voulais vous parler de Jitsi. Jitsi, c'est une solution libre, en open source, qui permet de faire des visioconférences avec vos amis ou même pour le travail. L'intérêt de Jitsi, c'est que comme c'est de l'open source, d'une part c'est gratuit et d'autre part on est à peu près sûr de la sécurité du système. Pour utiliser Jitsi, en fait c'est assez simple. Vous tapez dans votre navigateur meet.jit.si et là vous arrivez sur une page, vous créez votre salle de réunion virtuelle avec vous créez un petit nom et ensuite vous envoyez cette adresse de la salle virtuelle à vos amis. Et moi je vous conseillerais d'utiliser un mot de passe, de rajouter un mot de passe à chaque fois que vous vous connectez parce que ça permet de sécuriser, sachant que comme vous utilisez une solution qui est accessible à tout le monde, la salle de réunion que vous avez créée ne vous appartient pas, donc n'importe qui tape cette adresse peut tomber sur la salle de réunion. Et donc, si vous mettez un mot de passe, l'avantage c'est que ceux qui taperaient éventuellement ce lien ne pourraient pas accéder à votre réunion, même si, et je sais bien, c'est un argument qui est utilisé par beaucoup de monde, lorsque vous prenez un apéro ou vous discutez, faites une réunion de famille, vous n'avez pas énormément de choses confidentielles à partager, mais bon, c'est simplement pour le principe. Et puis l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de mettre votre adresse mail, de vous créer un compte. Il y a pas mal de gens qui utilisent Zoom pour sa simplicité. Et en fait, pour moi, Jitsi offre la même simplicité, mais au moins les failles de sécurité qui ont été constatées sur Zoom ne se retrouvent pas sur Jitsi. Et puis surtout, sur Zoom, si vous n'avez pas de compte payant, si vous n'avez pas payé un abonnement, vous avez une limitation de 40 minutes de votre réunion, ce qui n'existe pas, il n'y a pas de limitation avec Jitsi. Voilà, donc en tout cas, moi, c'est une solution qu'on a trouvée et qu'on trouve vraiment très agréable. Simplicité d'utilisation et qui fonctionne très bien. Voilà, c'est déjà la fin de notre 18e épisode. On est ravis de vous voir toujours plus nombreux. On a dépassé les 1000 écoutes pendant cette quinzaine. Et donc, on souhaitait vous remercier d'être si nombreux à nous écouter. Champagne! Et n'hésitez pas, si ce podcast vous plaît, à en parler autour de vous, à le faire découvrir à vos amis, à votre famille, à mettre peut-être aussi un commentaire, une note sur Apple Podcast, si vous utilisez Apple Podcast. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous faire un petit message pour nous dire que vous écoutez notre podcast et que vous l'appréciez ou qu'il y a certaines choses que vous n'appréciez pas. Qu'on sache qui vous êtes. Nous donner des conseils, nous donner peut-être aussi des sujets que vous aimeriez qu'on traite. Ou des sujets qui vous saoulent. Je ne sais pas, si vous avez envie qu'on fasse un épisode coronavirus-free, c'est aussi quelque chose qu'on pourrait tenter. On est en tout cas très heureux. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message, toujours sur tranche de couple avec le chiffre 2 et couple singulier @gmail.com ou alors à nous contacter sur Twitter @tranche de couple. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Comme Max l'a dit, de nous suivre. On est vraiment très heureux. On s'interroge un peu, mais qui nous écoute ou de nous avoir rejoints pour ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas pour ceux qui nous rejoignent d'ailleurs à écouter les épisodes les plus anciens parce que même si on a commencé par dire pas mal de conneries, on a quand même aussi, je pense, des choses intéressantes au début. Vous aideront à comprendre qui on est, qui vous aideront à comprendre un peu mieux d'où on vient parce qu'on commence maintenant, et c'est là qu'on se dit qu'on est plus tout jeune dans ce podcast, à faire des références à des sélections, des épisodes qui sont bien anciens. Avec notre mémoire défaillante, on commence même à ne plus se souvenir et il ne serait pas étonnant que dans un épisode ou l'autre, on reparle de quelque chose dont on a déjà parlé, mais vous pouvez nous faire signe, dans ce cas-là, on le prendra pas mal. Écoutez, bonne continuation à toutes et à toutes et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées.